Voilà, bonsoir Marcel. Bonsoir, Pascal, ça va? Ça va très bien. Je te remercie en fait d'avoir accepté cet échange que l'on veut sincère, j'ai envie de dire bienveillant, mais en même temps sans langue de bois. Et en fait, tu te prénommes entre guillemets Marcel Sel. C'est un pseudonyme, j'ai cru comprendre. C'est un pseudonyme. Voilà. Donc, nous ne saurons pas alors quelle est ta véritable identité, si je puis dire. Et Euh, c'est mon identité, elle est officielle, elle est enregistrée à la SACD, donc voilà. d'accord. Et alors, j'ai vu Marcel en fait que tu avais une page Wikipédia, Oui, qui en fait reprend ceci en disant que tu es écrivain, blogueur, polémiste, chroniqueur, scénariste et ancien journaliste belge, bruxellois, francophone. Donc ceci pour te situer un petit peu, tu as peut-être quelque chose à oui, rajouter par rapport à ça? oui, le terme ancien journaliste est tout à fait absurde puisque j'ai encore opéré comme journaliste, notamment pour Vox Pop, pour Arte cette année. Et en fait, il y a une bagarre sur Facebook depuis quelques années entre ceux qui me qualifient de journaliste et ceux qui ne veulent pas me qualifier de journaliste. Et voilà. Mais j'estime que le travail que je fais est un travail de journaliste sur mon blog. Blogueur en soi, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. C'est comme si on disait téléviseur pour un journaliste de Mhm, télé. mhm. Et donc, moi, je réunis des faits, je les présente, je les commente dans l'intérêt du public. Voilà, ça s'appelle du journalisme. Tout à fait. Et en fait, Marcel, on a eu l'occasion en fait de se connaître à l'occasion d'un livre qui a été coécrit avec pas mal d'autres personnes qui s'appelle Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture. C'est un livre avec un avant-propos d'Elisabeth Badinter et qui était donc coécrit par toi-même, Georges Dalmagne, Nadia Gers, Fadila Maroufi, Karan Merch, Céline Pina, euh, également Florence Bergot et moi-même. Donc en fait, c'est un sujet visiblement qui t'intéresse depuis déjà un certain temps. Et ma première question en fait était simplement de savoir finalement pourquoi tu t'intéressais de manière aussi précise depuis visiblement pas mal de temps à cette thématique qu'est l'islamisme. Alors, l'islamisme, je ne m'y suis pas intéressé si tôt que ça, en fait. C'est, je dirais presque lui qui s'est intéressé à moi. On peut retrouver d'ailleurs des billets euh, dans lesquels je ne suis pas défavorable au port du voile, dans le sens, enfin dans l'administration, je parle, dans le sens où j'estimais, il y a quelques années, que c'était un choix de société comme un autre, que les anglo-saxons avaient fait ce choix, que les Français avaient fait le choix inverse, et que ce n'était pas à moi de décider ou d'imaginer quel était le bon choix. C'est un débat qui doit avoir lieu dans la société. Mhm. Simplement, là où j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un problème, c'est dans ce que j'ai décrit dans mon deuxième billet de ma série que j'ai appelé Oh Bro, Oh Brother, donc sur justement les frères musulmans, c'est que le voile tel qu'il était porté et tel qu'il était défendu aujourd'hui, tel qu'il est défendu aujourd'hui, n'est absolument pas un signe religieux tel qu'on peut le concevoir, par exemple, chez les orthodoxes juifs, c'est-à-dire porté effectivement traditionnellement dans une partie euh, dans une série de sectes orthodoxes ou ultra-orthodoxes. Mais ici, il s'agit d'une volonté prosélyte d'étendre le port de ce voile. Et là où il y a un problème qu'on ne voit d'ailleurs pas du tout chez les Haredim, par exemple, c'est que ce prosélytisme du voile est soutenu par les pouvoirs publics. Et là, j'ai un problème considérable parce que autant je considère qu'une une personne,
enfin, que ce soit une femme ou un homme, a le droit de décider de ce qu'elle porte ou ce qu'il porte sur la tête, euh, autant je pense que l'idéal européen est un idéal d'émancipation de la femme, notamment, Mhm. et que cette émancipation n'est possible que si on la propose. Donc, j'entends par là euh, que le féminisme a toujours été confronté à un certain conservatisme chez un nombre important de femmes qui, par exemple, dans les années 60, il y avait énormément de femmes qui considéraient qu'être au foyer, s'occuper des enfants, c'était normal, c'était positif pour elles, et que celles qui disaient égalité au travail, etc., étaient quelque part des emmerdeuses qui ne partageaient pas leur opinion, ou qui ne s'intéressaient pas au vrai statut de la femme, qui était quand même euh, tellement bien, tellement positif pour elle. Les hommes s'occupaient d'elle, leur dictaient aussi tout ce qu'ils voulaient, mais bref. Mhm. Et donc, on est dans la même situation ici, c'est-à-dire que à partir du moment où on ne propose aux musulmanes que le voile, que ce port du voile, où on leur dit que c'est une obligation légale au sens de la charia, hein, euh, eh bien, quelque part, on les exclut d'office du questionnement sur l'émancipation elle-même. Et on habitue d'ailleurs les jeunes filles à voir ce voile, à avoir envie de porter ce voile, puisque leur mère, leur grand-mère ont commencé à les porter, leurs amis. Et donc, il y a cette partie-là du problème n'est pas une pression directe, mais c'est un refus, quelque part, des pouvoirs publics de, de leur proposer autre chose, Mhm. à savoir euh, le féminisme dans son esprit plus libertaire, égalitaire, émancipateur totalement. Et donc, ce que j'ai constaté aussi, c'est que ces mêmes personnes qui prônent justement ou qui défendent cette, ce prosélytisme d'État, qui est en fait, en Belgique francophone, c'est un prosélytisme d'État, puisqu'on on le subsidie. Eh bien, ces mêmes personnes sont celles qui vont percer le plafond de verre, mais avec leur voile. Et à ce moment-là, elles ne sont pas des femmes émancipées qui ont réussi, comme on présente par exemple Ihsan Awash aujourd'hui. À ce moment-là, elles sont des étendards de la réussite voilée et se présentent comme modèles aux jeunes, Mhm. en particulier aux jeunes. Voilà, alors que c'est l'inverse qui devrait se passer. Les modèles musulmans, ou alors soit ils devraient être mixtes, c'est-à-dire que des femmes non voilées devraient pouvoir servir de modèle aussi, euh, au strict minimum, mais aller expliquer que le voile c'est sympa, c'est chouette, voilà comment il faut le porter. Si tu ne le portes pas, tu es quand même moins jolie, mais c'est pas grave de le dire. Euh, ou nier les pressions qu'il peut y avoir autour de femmes qui ne veulent pas le porter, Mhm. et avec qui j'ai eu des contacts, tout comme avec des jeunes femmes qui le portaient. Euh, et, 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 et bien tout ça, pour moi, c'est un recul du statut de la femme, de quelque chose comme, enfin, quand on regarde ce que défendent les frères musulmans au niveau de la loi islamique, eh bien, une femme ne vaut que la moitié d'un homme dans un témoignage juridique islamique, et une femme ne vaut que la moitié d'un homme dans l'héritage. Euh,
je ne pense pas que même au début du XXe siècle, on pouvait avoir des idées de cet ordre-là, quoi. Ouais. Et Marcel, je voulais rebondir sur ce que tu disais en parlant du soutien des pouvoirs politiques. Euh, Tu as écrit justement un article effectivement extrêmement précis, complet, documenté, sur lequel je souhaitais un moment échanger avec toi, Mhm. et que tu as intitulé en nommant Issa Ouawash, la Belgique met la charia avant la meuf. Mhm. Euh, la question évidemment que je me pose en lisant effectivement ton article, euh, c'est comment peut-on au XXIe siècle imaginer que on mette à un poste clé une femme effectivement voilée. En d'autres termes, Nadia Guerre, ça parlait de provocation. Comment effectivement la secrétaire d'État d'écolo a pu, je dirais, permettre une chose pareille, en sachant évidemment déjà les énormes tensions quelque part qui sont déjà latentes, plus que latentes dans la société belge. On sait évidemment que il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle il n'y a pas longtemps par rapport justement à la possibilité pour une auto-école d'autoriser l'interdiction du port du voile, puis il y a eu des manifestations pour faire en sorte que ce voile effectivement puisse être finalement porté dans les établissements, dans certains établissements scolaires. Il y a eu toute la question aussi des abattages rituels et de leur interdiction qui a été validée par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc on voit bien évidemment qu'il y a déjà des tensions importantes. Alors au lieu, j'ai envie de dire, de jeter de l'huile sur le feu, comment se fait-il effectivement qu'au contraire, la secrétaire d'État d'écolo est, euh, est permis finalement cette chose-là à un poste, je l'ai dit, égalité homme-femme, qui est forcément extrêmement important et Ouais, ouais. qui, qui a une influence. Enfin, je veux dire, c'est une image, quoi. Je veux dire, quelle image donne-t-on? C'est plus le caractère euh, officiel qui est dérangeant, parce que, euh, enfin, j'entends par là qu'elle représente le gouvernement, Mhm. et que donc nous avons une représentante du gouvernement qui est voilée, et dans mon article, je précise qu'il s'agit d'un voile particulier, qui est ce que j'ai appelé le voile inamovible, hein, puisque l'islam autorise expressément, y compris l'islam des frères musulmans, autorise les femmes voilées à retirer leur voile si le voile constitue une gêne pour leur progression, pour leur survie ou quoi que ce soit, ou leurs études, etc. Donc, elles ont le droit de le faire. Allah ne va pas les punir si elles retirent le voile dans ces circonstances. Or, ici, ce qu'on a, ce sont des femmes qui refusent sciemment de retirer leur voile et qui, en même temps, disent « Ah oui, mais ce n'est pas religieux, c'est juste un bout de tissu. » Mhm. Et là, en fait, on est déjà dans le surréalisme. Une personne qui refuserait de retirer un vêtement non religieux parce que ça constitue, comme le dit Ihsan Awash, son identité, est quelqu'un qui a un problème d'identité. Je veux dire, nous avons tous porté des vêtements qu'on n'a pas pu porter dans le travail. Un avocat est tenu de porter une robe. Si un avocat dit moi je refuse de porter une robe, moi je suis un mec à vrai, je veux porter que des pantalons et je veux plaider sans ma robe, eh bien on est exactement dans la même notion d'identité. Cet avocat-là a, oui, a un problème avec ce qu'il considère être son identité, avec la nécessité de l'afficher à un point qui est extravagant. Et je serais employeur, je serais confronté à une personne qui me dit « Ah non, je refuse de retirer mon voile », je lui dirais pour des raisons religieuses « Non, 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 c'est juste un bout de tissu, moi je n'engage pas la personne. » Mhm. Parce qu'elle a un problème à régler avant de se mettre à travailler dans une entreprise. Enfin, ça, c'est une opinion peut-être personnelle, mais voilà. Et donc, la raison, parce que ta question, c'était Oui. pourquoi tout à coup maintenant? Mais en fait, quand je regarde l'historique des colos, ils ont commencé à introduire des personnes non seulement voilées, ce qui, comme je disais tout à l'heure, finalement
me poserait pas un problème si particulier, mais des personnes voilées d'obédience, ou en tout cas du cercle au moins large, on va dire du vivier fondamentaliste et plutôt frères musulmans. Ça a commencé juste après l'élection de Maïnur Ozdemir. Hein. Juste après ça, c'était en 2009, je pense, ou en 2010, je ne suis pas sûr, Ecolo a fait nommer Fatima Zibou, qui fait aussi partie de ce vivier, au conseil d'administration je ne sais plus d'ailleurs, je ne sais plus quelle organisation. Mais donc déjà en 2010, donc ça fait quand même 11 ans, Ecolo a commencé à rentrer dans cette logique. Il y a eu cette année-là aussi un débat à propos d'une femme qui voulait enseigner dans l'école publique avec un voile sur la tête, et si je me souviens bien, elle était prof de maths. Et écolos, en tout cas un certain nombre d'écolos, étaient favorables à ce que l'on puisse enseigner avec le hijab sur la tête. C'est-à-dire à faire du prosélytisme visuel, finalement, pour ce vêtement qui, soi-disant, ne serait pas religieux. Voilà. Et on est 10 ans après, les contacts ont continué à se nouer, particulièrement au départ, c'était Ahmed Moursine, qui est conseiller communal à Saint-Josse, et Zoé Genot, qui est vraiment à la position d'extrême gauche chez Écolo. Et puis est arrivé Zakia Katabi, sont arrivés Raja et Mawan, qui ont grandi dans le parti avec l'idée que finalement il fallait que le voile puisse être porté partout sans limite dans toute l'administration, dans tous les services publics. Bien sûr, au Parlement, là, on a une question aussi de société. Le voile porté au Parlement est un voile porté par des citoyennes, pas par des mandataires. Je ne dis pas par des fonctionnaires. Et donc là, effectivement, bon, il peut déranger, mais si un parti pense que il peut proposer une députée voilée, bah, oui, ça en dit probablement plus sur le parti que sur la députée elle-même. Et donc, voilà, on est 11 ans plus tard, Écolo a poussé. Depuis 2010, alors il y a aussi une question politique qui se niche dans je dirais politique au sens électoral, qui se niche dans cette évolution. C'est-à-dire que Écolo a découvert qu'il pouvait piquer des voix au CDH en jouant la carte catholique. Rappelle-toi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est en 2010 aussi, je pense que Jean-Michel Javot a fait son coming out catholique. Le CDH n'a pas vu venir. Et puis, il y a aussi l'idée de piquer des voix au Parti socialiste, particulièrement à Saint-Josse et à Molenbeek. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une certaine réussite de ce côté-là, puisque si je prends Saint-Josse entre 2010 et les élections et les dernières élections, je crois qu'ils sont passés de quelque chose comme 11% à 25% des voix. Ils sont devenus vraiment le deuxième parti, non plus derrière le Parti socialiste, puisque Emir Kir n'en fait plus partie. Donc voilà, il y a ces deux. Il y a d'abord la conviction que l'islam, c'est quelque chose de positif dans le cadre administratif donc de la fonction publique, que interdire de porter ce voile serait de la discrimination et serait porter atteinte à la liberté des femmes. Et en fait, ce faisant, ils sont rentrés totalement dans la logique
des conservateurs, euh, des tenants de l'islam conservateur et des tenants des frères musulmans et des fondamentalistes en général. Oui, mais justement, en fait, Marcel, j'ai envie de reposer la question peut-être un peu différemment pour que tu puisses effectivement me répondre à cette question, mais qui paraît essentielle. C'est finalement, en gros, comment expliquer ce qu'on pourrait appeler un aveuglement, ou en tout cas une certaine complaisance ou un déni de la réalité, voire une certaine complicité, alors qu'en fait, l'on vit dans une société occidentale où l'émancipation de la femme, précisément, nous avons souhaité effectivement y tendre de plus en plus, même si l'égalité homme-femme n'est pas encore parfaite, mais en tout cas, la législation, effectivement, est là justement pour éviter la discrimination et donc permettre l'égalité homme-femme. Euh, comment évidemment concevoir que des partis démocratiques ne sachent pas voir, j'ai envie de dire, plus loin que le bout de leur nez en ne voyant pas finalement ce que tant d'autres ont déjà dénoncé avant, en ce compris des Algériens, Kamel Daoud, Bolem Sansal, ont déjà dit faites attention parce qu'en fait vous êtes le ventre mou et donc le risque c'est l'instauration à moyen ou à long terme de la charia. Et donc comment finalement des partis démocratiques ne sont pas effectivement capables de voir qu'en laissant effectivement les choses aller, ben de fait, on laisse les islamistes prendre possession des administrations, de nos écoles, de la police. Ouais. Et Ben, il y a toute une série de facteurs, hein. Alors, un des facteurs, c'est qu'eux voient les choses d'une façon tout à fait différente. Eux se concentrent sur le fait que des femmes, et bien sûr il y en a, euh, qui, qui ont dans leur culture le port du voile et qui n'osent pas le retirer, ne trouvent pas de travail. Bon. Ou sont exclus d'un certain nombre de fonctions. Bon. Euh, En cela, ils se disent, ben voilà, c'est une discrimination par rapport aux femmes voilées. Il y a une sorte de... Il y a quelque chose qui me rappelle la charité catholique là, derrière ça. Euh, C'est-à-dire qu'on se rend compte que, oui, si on regarde par qui c'est arrivé, ben c'est arrivé par Joël Milquet, par le CDH. C'est la première qui a fait monter Maïnur Özdemir et qui la défend encore aujourd'hui, alors que là, il est manifeste qu'elle fait partie des islamistes, qu'elle défend Erdogan, etc. Et donc, il y a ce côté, effectivement, on veut sauver le monde quelque part, on veut l'égalité pour toutes quelque part, mais je pense qu'ils se sont perdus dans le sens même de cette égalité. C'est quoi l'égalité? Et il y a un détail qu'ils refusent de voir. C'est même pas qu'ils ne le voient pas, c'est qu'ils refusent de voir. C'est que ce voile est imposé, il est obligatoire selon ces sectes-là. Hein. Donc ce n'est pas... On dit, bah, vous refusez aux femmes la liberté de se voiler, mais en fait, en amont, on a les mouftis, notamment d'Al-Azhar, qui est conservateur, mais qui a une énorme réputation au niveau du monde islamique, qui disent le voile est une obligation légale, vous devez le porter dès que vous n'êtes pas avec un certain nombre de personnes de votre famille qui ont le droit de voir vos cheveux, mais tous les autres ne peuvent pas. Et les frères musulmans ont repris cette même obligation avec en plus une victimisation en disant ceux qui interdisent à nos femmes de porter le voile sont d'horribles persécuteurs, en gros. Alors qu'Al-Azhar ne dit pas ça. Il y a quasi aucun commentaire, enfin, de tout ce que j'ai fouillé dans leur bibliothèque. Je n'ai pas tout fouillé, évidemment, je n'ai pas les moyens. Mais je n'ai trouvé qu'un seul commentaire sur l'interdiction du port du voile dans l'administration en France, à l'école, qui disait, eh bien, si un État non musulman décide d'interdire le voile à l'école, les musulmanes doivent retirer le voile, elles y sont totalement autorisées, et nous n'avons pas à intervenir. Les frères musulmans ne disent pas ça. Les frères musulmans disent c'est une horrible oppression envers les femmes musulmanes, alors que c'est eux qui les voilent. C'est eux qui tordent le Coran et les hadiths pour les voiler. Et c'est eux qui vont en plus ensuite créer des ASBL à la chaîne
parce que c'est ça qui s'est passé, des ASBL qui reçoivent souvent des subsides ensuite, pour lutter contre l'islamophobie. Mais en fait, alors là, de nouveau, il y a des tas de confusions qui jouent. On dit l'islamophobie, c'est quoi l'islamophobie? Si c'est la haine des musulmans, bien sûr, il faut lutter contre. Mais si l'islamophobie, c'est refuser aux fondamentalistes ou aux islamistes de pouvoir petit à petit introduire des éléments de charia dans notre société, ou si c'est le fait de haïr l'islam, on a le droit d'haïr le catholicisme, on a le droit d'haïr l'islam, etc. Là, effectivement, on n'a pas le droit de financer une lutte contre cette islamophobie-là parce qu'elle est essentielle à notre société. C'est le débat de société tout à fait normal. Oui. Avec toujours quand même évidemment euh, la difficulté d'y voir clair qui est liée au fait que les islamistes, évidemment, dans nos sociétés démocratiques, utilisent précisément les libertés qu'on leur offre, les droits qu'on leur offre, pour quelque part les détourner, et de manière assez subtile. Et si on veut en revenir justement à Ihsan Awash, la commissaire donc, du gouvernement, l'Institut pour l'égalité homme-femme, c'est vrai elle a tenu, je dirais pour le coup, des propos qui peut-être pourraient éveiller quand même quelques soupçons et peut-être justement cesser d'affirmer pour ceux qui critiquent l'islamisme ou l'islam, de dire qu'ils sont des islamophobes ou des sales racistes. Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, peut-être que les choses vont se dévoiler de par elles-mêmes, puisqu'elle a tenu dans une interview au soir, elle a défendu sa conception de la neutralité, en fait une conception de la neutralité dite inclusive, en expliquant que le principe de la séparation de l'Église et de l'État pouvait se décliner en fonction du changement démographique. Là, je me dis, c'est un glissement extrêmement dangereux parce qu'elle a voix demi-mot que finalement, si demain la démographie est majoritairement musulmane, eh bien alors il faut adapter effectivement notre démocratie à l'islam politique. Alors, bon, moi j'ai pas peur de ça parce que rien n'indique que demain on aurait une démographie majoritairement musulmane, hormis peut-être dans certaines communes, mais même pas dans Bruxelles avant un très bon moment. Et donc au niveau belge, je n'en ai pas peur du tout. Parce que si c'était le cas, si un jour on avait une démographie majoritairement musulmane, bah, il serait très probable que toute une série de valeurs changent dans la société et que la législation suive. Encore faudrait-il que tous les identifiés comme musulmans soient tous de la même opinion que Ihsan Awash, ce dont je doute aujourd'hui déjà. Hein. C'est le propos, je veux dire, c'est le propos qui est inquiétant. Voilà, alors le propos, bien sûr, n'est pas seulement inquiétant, il va à l'encontre de toutes de nos valeurs. Si c'est ça les valeurs du gouvernement, elle est représentante du gouvernement, alors on dit oui, mais elle ne s'exprime pas pour le gouvernement. Je dis, bah oui, mais alors elle est quoi, hein? Donc si c'est ça les valeurs du gouvernement, il faut le faire tomber le plus vite possible parce qu'il est en train de s'en prendre aux bases de notre société, c'est-à-dire, alors de un, c'est identitaire, dans le sens où ce qu'elle dit, chez moi, ça éveille quand même une inquiétude particulière, dans le sens où je me souviens de Marwan Mohamed, qui a été le président du CCIF, hein, donc le grand frère du CCIB, on va dire, qui avait dit que les musulmans étaient supérieurs aux autres. Et il a même parlé, je pense, de sous-hommes, ce qui rappelle quand même des choses. Et donc, cette conviction qu'on est supérieur quand on est musulman, que peuvent avoir aussi des catholiques ou des juifs, hein. Donc c'est pas ou des athées d'ailleurs, peuvent penser qu'on est supérieur parce qu'on est athée. J'entends très souvent d'ailleurs dire ça. Les athées sont plus intelligents. Moi, j'ai rencontré des chrétiens et des musulmans qui étaient d'une intelligence tout à fait remarquable. Donc voilà, c'est absurde. Mais donc là, on est dans l'identitaire, c'est-à-dire à dire, parce que nous sommes musulmans, nous avons un droit supérieur aux autres à modifier cette législation. Et parce qu'il y a 7 ou 6% de musulmans en Belgique,
votre constitution doit changer, vos lois doivent changer, votre neutralité doit changer. Et il y a cette idée de eux et nous qui est exactement l'inverse alors, je n'ai jamais beaucoup aimé le mot intégration, je cherche toujours une alternative, mais d'une sorte oui, enfin, du vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si certaines minorités ou si la majorité dit eh bien, il faut modifier les choses pour nous. Ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas pacifier la relation entre les laïcs au sens général et les religieux au sens général, certains étant un peu des deux d'ailleurs. On ne peut pas la pacifier si tout à coup on a une religion qui plus est minoritaire qui arrive en disant « Ah oui, mais maintenant c'est nous qui allons vous dicter ce que vous devez faire ». Et quand un parti comme Écolo suit aveuglément, et il n'y a même pas que Écolo, d'ailleurs il y a j'ai oublié son nom, j'ai oublié son prénom, Madame Lefranc du CDH, qui soutient aussi aveuglement Ihsan Awash, je pense qu'ils ont perdu le Nord, simplement. Je pense qu'ils ont perdu le Nord. Et une des raisons pour lesquelles ils ont perdu le Nord, c'est que, dans le cas d'Écolo, le journalisme a arrêté de les critiquer. On les critique, mais toujours en les ménageant, sans être trop méchant. Certaines de leurs positions sont tout à fait absurdes. Mais bon, on ne va quand même pas trop les toucher. Et quelque part, c'est parce que leur position semble être antiraciste, par opposition à toute autre position qui serait raciste. Bon, on mettrait tous les jours de raciste, ou d'extrême droite, ou que sais-je. Alors que mon opinion, c'est qu'ils font quelque part le même travail que ce qu'ont fait les partis politiques belges dans les années 70-80, c'est-à-dire de se dire ouais, bon, les musulmans, ils nous emmerdent, on ne va pas s'en occuper, on va laisser ça à l'Arabie Saoudite. C'était vraiment ça la mentalité. C'est comme ça que le salafisme est entré en Belgique. Et on a reproduit exactement la même mentalité aujourd'hui en disant ouais bon on se sent un peu raciste quand on dit qu'on ne peut pas porter le voile, finalement c'est que les frères musulmans, on va les laisser s'occuper de ça. Et là où ça devient carrément presque christique, c'est de dire ah, on va les aider à propager le bien-être qu'elles ont quand elles portent le voile, enfin, en oubliant totalement les femmes qui ne veulent pas le porter, qui y sont contraintes, celles qui n'ont pas trop envie mais qui subissent une pression quotidienne, celles qui se font insulter en rue, et je reçois des témoignages de ça, mais aussi tous les jours. Et quand je dis qu'ils ont perdu le Nord, ils ont oublié un point fondamental, et je pense que c'est Rosa Luxembourg qui l'a dit, mais je n'ai jamais retrouvé cette citation, que j'ai lue quelque part, qui est que la démocratie, la valeur d'une démocratie est égale à la valeur de la liberté de la plus petite minorité. Or ici, qu'est-ce qu'on défend? Non pas la minorité musulmane, on défend une partie de la minorité musulmane, hein, qui refuse de retirer le voile par principe, qui est donc assez radical. Mais la plus petite minorité, finalement, ce sont celles qui se retrouvent dans ce milieu oppressif, mais qui ne veulent pas y être. Et ça sont les femmes à qui on doit garantir la possibilité d'être libre, d'épouser un non-musulman, par exemple, d'épouser un juif, par exemple. Elles n'ont pas le droit. Hein? C'est interdit. Alors, bon, dans un cadre sectaire, de nouveau comme chez les Haredim, on est dans un cadre sectaire, il y a un certain nombre de personnes qui vivent dans cette secte, il y a des personnes qui veulent en sortir ou qui étouffent,
qui vont peut-être y étouffer toute leur vie, mais à un moment donné, le pouvoir de l'État est limité. On ne peut pas, on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas fait un geste pour se sauver. Je pense à cette série formidable qui s'appelle Unorthodox, où on Ouais. voit une jeune femme orthodoxe qui essaie de se libérer, et c'est extrêmement difficile. Et il y a une scène qui est très poignante quand tout à coup elle enlève son fichu, son foulard, et qu'on voit ses cheveux, et qu'elle rentre dans l'eau, qu'elle peut enfin aller dans l'eau d'un lac en Ouais. public. Voilà. Ouais. Mais ça, ce sont des sectaires. Ce sont des sectes. Donc, elles ne font de mal, enfin, hormis un certain nombre de... Non, mais je veux dire, à l'extérieur, elles sont relativement peu nocives, sauf un certain nombre d'extrémistes, comme on l'a vu en Israël encore récemment, ou celui qui a, par exemple, assassiné Yitzhak Rabin. Bon, bref. Mais dans leur vie quotidienne, ils fonctionnent en bulle, et dans cette bulle, il n'y a pas vraiment de relation avec l'extérieur, et donc au niveau de l'État, ils ont relativement peu de nocivité, on va dire, en tout cas en Europe. Mm. Hein, les Haredim, les orthodoxes juifs à Anvers, ils ont de temps en temps, ils râlent pour quelque chose, et voilà, il y a un débat qui se crée, etc. Mais voilà, ça dépasse pas ça. Ici, on a une secte, les frères musulmans, qui non seulement veulent conquérir le monde, mais qui sont aidés en cela par le pouvoir public. Et donc, quand je vois des partis qui soutiennent ça de peur d'être qualifiés d'islamophobes, ils ont perdu le nord. Mm. Je ne vois pas d'autre explication. Mais oui, et on voit bien que ceux qui essayent justement de s'opposer à cette vision de la société de vivre ensemble sont précisément ostracisés, voire menacés dans leur intégrité physique. Hein. Bon, on connaît évidemment Samuel Paty, on connaît évidemment l'affaire Mila. Nadia Geert aussi a eu quand même mal à partir, donc on voit bien toi-même également. Donc ce qui est un peu gênant évidemment ici, Marcel, c'est quelque part qu'on a véritablement l'impression que Issa Nawash, finalement, elle parle pour une partie des musulmanes. Elle ne parle pas pour l'ensemble des Alors musulmanes. voilà, Donc ça c'est l'autre il y a, problème. il y a, il y a une, il y a une sorte d'entrisme, de communautarisme quelque part, sous couvert justement de laissez-moi porter mon voile, comme je l'entends, c'est personnel, c'est ma liberté, c'est mon chemin spirituel. Finalement, il y a quelque part cette volonté de l'imprimer chez toutes les musulmanes. Et je voudrais revenir sur un propos, et tu pourras rebondir après, mais c'est vrai que ce propos-là, il est aussi évidemment, à mon sens, problématique et du coup polémique quand elle répond à une question qui est simple. Quel regard portez-vous sur la société belge et la place accordée aux femmes musulmanes? On parle effectivement des femmes musulmanes. Le point positif est que nous sommes dans un pays démocratique, répond-elle, qui nous garantit toute une série de droits. C'est vrai que c'est heureux. Il nous faut cependant nous battre et nous unir pour les revendiquer. Le point négatif, c'est que nous sommes à la traîne en matière d'égalité pour toutes et tous, toutes communautés confondues. Des fois, on pense que si on vote pour une personne d'origine étrangère, celle-ci va représenter toute sa communauté d'origine et défendre ses droits. Or, ce n'est pas le cas. Il faut voter pour des propositions concrètes en analysant les programmes et non pour des personnes en particulier. Et puis, il y a clairement cette islamophobie grandissante et je ne vois pas du tout les choses aller en s'améliorant. Le discours raciste se banalise dans les médias et dans l'opinion publique. Il y a clairement une grosse différence entre hier et aujourd'hui. Et ceci, en fait, c'est son propos, mais qui a été retravaillé parce qu'il y a une première version qui est Ça, encore c'est la plus deuxième clash. version. Ouais. Voilà. Dans la première version, elle précise pour quelles raisons il faut se battre. Pour obtenir l'abattage sans étourdissement, pour obtenir le voile. Il y avait une troisième. Ah oui, et les cours de religion, pour défendre les cours de religion. Bon, à l'école publique, bien sûr. Ouais. Ce qui, moi, me choque fondamentalement. Mais je retiens, moi, ce piège qu'elle tend avec l'islamophobie et le racisme, et ce piège qui fonctionne à merveille quand elle dit les médias sont racistes. Et
ce qui est tout à fait remarquable, donc ça il l'a dit dans le rapport qui a été réalisé pour le European Forum of Muslim Women, où elle est en numéro un, où elle a été invitée à dîner, et ce forum, le européen des femmes musulmanes, est reconnu comme une antenne des frères musulmans. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle a pu faire modifier un document des frères musulmans dans lequel elle est interviewée. Donc, là, voilà. Après, elle dit, je ne connais pas les frères musulmans, je ne sais même pas ce que c'est. Ben, elle a un gros problème de vue, je dirais. Mais pour en revenir à ce piège, tout ce document parle du racisme dans les médias. Et ils vont chercher des faits qui sont scandaleusement orientés. Les 5 ou 6 premiers, ce sont en fait la façon dont les médias défendent des apostats, défendent une reine ou une princesse, ça y est, maintenant je ne sais plus, elle n'est forcément pas qatari, de Dubaï, voilà, qui a retiré le voile et qui dit voilà, c'est ça une musulmane progressiste. Et elle proteste. Donc, le forum lui-même, donc les auteurs du rapport, disent voilà, ça c'est de l'islamophobie de présenter la femme musulmane comme non voilée. Donc là, on voit quand même un petit peu où on va. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans leur vision de la femme musulmane est islamophobe. C'est ça. Donc il y a réellement en fait un parti pris quoi. Il y a une vision très spécifique de ce qu'est censé être la femme musulmane et donc Bien du sûr. coup on va défendre le port du voile, mais on va pas défendre de la même façon le fait pour une femme musulmane de ne pas le porter. Alors, c'est-à-dire qu'ils vont dire, oui, chaque femme est libre, regardez, toutes ne les portent pas, on n'a rien contre, etc. Mais il ne faut pas non plus en faire la promotion. Donc, c'est là que se situe la limite. Et là où c'est tout à fait extraordinaire, c'est par exemple quand elles disent, oui, mais quand vous parlez par exemple, de l'islamisme ou des frères musulmans, vous montrez des femmes voilées systématiquement. Mais enfin, toutes les musulmanes ne sont pas voilées. Sauf que quand on regarde une photo d'un dîner ou d'une assemblée générale ou de quoi que ce soit lié aux frères musulmans, elles sont toutes absolument voilées. Donc sans arrêt, elles jouent avec ils jouent avec le sens. Sans arrêt, ils sèment la confusion. C'est exactement la même chose c'est aussi bien avec l'islamophobie, avec le racisme qu'avec le voile. C'est quoi le voile? Ben, écoutez, le voile, c'est un bout de tissu qu'on aime bien, c'est à la mode, c'est chouette. Chacune a ses raisons. Et puis, quand on va voir les fatwas des frères musulmans, le voile est une obligation absolue, religieuse, que vous devez à Allah, et si vous ne le portez pas, Allah vous voit, Allah vous regarde. Exactement, c'est écrit quasi comme ça. Enfin, je schématise même pas, je caricature pas. Il y a une phrase qui dit Allah est là dans nos cœurs, il voit si vous avez le voile ou pas. Oui, c'est ça. Mais c'est résumé à Allah est dans le cœur de chacun. Mais autrement dit, voilà, vous êtes observé. Et donc, il y a un véritable chantage religieux qui est le même chantage que moi, petit enfant catholique, très croyant à l'époque, eh bien, c'était le chantage au péché. Telle chose est péché, donc vous n'avez pas le droit. Donc que, par exemple, aujourd'hui encore, dans pas mal de pays, les homosexuels subissent ce Oui. même chantage. Un peu le monde en deux, le monde des purs et le monde des impurs. Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, oui, une femme musulmane peut ne pas porter le voile, mais enfin bon, on va quand même faire la promotion de celle qui le porte. Tout en disant, si vous assimilez la musulmane à celle qui porte le voile, vous êtes islamophobe. Enfin, dans tous les cas, on est islamophobe. Oui, c'est ça. Mais je trouvais intéressant également, Marcel, un article du soir dans lequel elle a également donné une interview. Et on lui pose la question suivante. Vous dites vouloir débattre de la neutralité. Et elle dit la neutralité n'est pas une fin en soi, elle sert un objectif, l'égalité. Et c'est un peu là ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on dit, c'est quelque part les mots sont tordus. Et elle poursuit en disant la neutralité exclusive, ça devient une doctrine qui prend le pas sur tout.
Oui, alors, quand on est trop dans les doctrines, c'est la base du fondamentalisme. Donc là maintenant, en fait, ce sont ceux qui prônent la laïcité ou la neutralité exclusive qui sont en fait des fondamentalistes. Donc là, de voilà. nouveau, on Sans arrêt. renverse, c'est l'inversion des valeurs. Tout à fait, c'est tout le temps l'inversion des valeurs. Et par exemple, c'est pas par hasard que tout à coup est sortie une notion que je n'avais jamais entendue auparavant, qui est celle de laïcité inclusive, neutralité inclusive, laïcité exclusive, neutralité exclusive. Alors que jusque-là, moi, je pensais qu'il y avait deux notions qui étaient assez proches l'une de l'autre, la laïcité et la neutralité. Et puis l'inverse, qui est la non-laïcité et la non-neutralité. Euh, donc, une neutralité inclusive c'est un brawl, c'est un machin, c'est une usine à gaz pour faire rentrer le non-neutre dans le neutre. Hmm. C'est-à-dire qu'on dit, ah, mais, et en fait, il y a quelque chose au niveau sémantique, quand on parle de neutralité exclusive, en fait, on dénigre le mot neutralité. La neutralité est forcément exclusive de quelque chose. Mais en adjoignant le mot exclusif, on la dénigre en disant, mais regardez, finalement, la neutralité, ce n'est pas quelque chose de si généreux que ça. Hmm. C'est l'inverse. Ça exclut des gens dans exclusif, il y a le mot exclure. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a frappé dans cette interview, c'est que si un frère musulman devait dire ce qu'il pense vraiment, c'est ça qu'il dirait. Enfin, parce qu'il peut, pardon, non. Si un frère musulman devait défendre son steak face à trois journalistes, c'est ça qu'il dirait. Alors je dis, évidemment, on ne sait pas si elle est frère musulman ou pas, puisque c'est une société secrète. On ne sait jamais qui en fait partie, ni pour ceux qui en font partie, à quel niveau ils peuvent être. Mais ce qu'elle développe, c'est exactement le discours des frères musulmans, c'est l'objectif des frères musulmans. Elle est en contact permanent avec les frères musulmans, ou en tout cas des associations fondées par les frères musulmans et dans lesquelles ils sont toujours actifs. Hein. Donc, à partir de là, son attaque contre la neutralité, c'est une attaque d'une secte religieuse contre la neutralité. Mais donc, en fait, Alors, c'est légitime. Je veux dire, c'est absolument légitime que, par exemple, le Vatican ait envie d'interdire l'avortement. Je veux dire, dans la liberté religieuse, on a le droit de ne pas vouloir que les femmes puissent se faire avorter, même si moi, ça me choque profondément. Mais voilà. Si elle n'était pas commissaire du gouvernement, son discours lui appartient. là, pour le coup, il serait personnel. Oui, à titre personnel ou même à titre d'organisation. On Hmm. pourrait tout à fait imaginer que les frères musulmans aient pignon sur rue. Le Vlaams Belang a bien pignon sur rue, donc je ne vois pas pourquoi les frères musulmans ne pourraient pas avoir pignon sur rue. Ce serait peut-être d'ailleurs plus sain Plus pour la transparent. démocratie, plus transparent. Hmm. Mais voilà, le problème ici, il s'articule vraiment au niveau de la prise de pouvoir, de la volonté de prise de pouvoir, et quelque chose qui échappe, je pense, à beaucoup de gens, c'est que le voile, le port du voile, l'obligation du port du voile, fait partie de la charia. Ça fait partie de la loi, de la loi musulmane. Bon. En voulant imposer aux États occidentaux, en tout cas la France et la Belgique, le droit au port du voile dans le service public, ce que font les frères musulmans, c'est imposer un élément de charia. Je n'ai pas dit toute la charia, je dis un élément de la charia. Parce que une fois qu'on peut l'imposer, une fois qu'on peut imposer oui, c'est ça, qu'on peut, une fois que le droit existe dans tous les services publics de porter le voile, les musulmanes n'ont plus aucune excuse pour ne pas le porter. Et à ce moment-là, on introduit cet élément de charia en disant, mais écoutez, comme vous avez le droit de le porter partout, il n'y a pas de raison de l'enlever. Jamais. Et il n'y a pas de raison de ne pas le porter. Il est là le piège, en fait. Et ce piège, on le connaît bien parce que, je veux dire,
les catholiques, alors pas les catholiques en général, mais un certain nombre de catholiques un peu intégristes, hein, un peu intégristes, ont toujours ces pulsions, ont toujours envie d'intervenir dans, on l'a vu avec le mariage pour tous, par exemple. Bien sûr. Et donc, voilà, ils sont toujours là, mais on les connaît, on les gère, on les voit arriver de loin. Alors qu'ici, avec les frères musulmans, j'ai l'impression qu'il y a, et c'est même pas un reproche que je fais, puisque moi, il y a 4-5 ans, j'avais un problème avec Charlie Hebdo, par exemple. Euh, on ne va pas en parler, ça va être un peu long, mais moi, j'ai fait ce cheminement de celui qui disait, enfin, il faut quand même les laisser libres, à celui qui, petit à petit, s'est rendu compte d'où venait cette idéologie. Pourquoi on veut imposer le voile? Pourquoi c'est si important pour certaines de le porter tout le temps et de ne jamais l'enlever? Et Oui, ces certaines-là sont souvent des militantes ou des personnes qui ont une responsabilité dans ce vivier des frères musulmans. mais oui, mais du coup, pour revenir un petit peu à une de mes questions qui me paraît effectivement essentielle, peut-on imaginer finalement qu'Écolo ignorait qui il nommait à ce poste clé? Ah, alors ça, c'est une très très bonne question. Moi, je pense qu'un certain nombre d'écologistes et de gens qui en sont proches, je pense par exemple à Corinne Torrekens, sont persuadés que ces frères musulmans finalement sont pas si embêtants que ça, que finalement elle a utilisé le mot éthique en disant que le mouvement est en train d'aller vers quelque chose d'éthique. Alors comme elle les a beaucoup fréquentés, quand elle a été sous influence de leur discours, qui est un discours pacificateur, les frères musulmans ne sont pas les plus dangereux au niveau de la violence, mais bon, en utilisant sans arrêt, en accusant sans arrêt les Occidentaux de racisme et d'islamophobie, effectivement, ils alimentent aussi la haine et certaines je ne vais pas dire qu'ils provoquent une violence, mais ils participent à l'ambiance qui peut la provoquer. Au même titre d'ailleurs que le Vlaams Belang ou quelques agitateurs participent à l'ambiance qui peut provoquer la haine anti-musulmane, par exemple. C'est la même chose, en fait. Mais sauf que le Vlaams Belang, si on lui laissait le choix, il serait violent, alors que les frères musulmans, on n'a pas cette certitude. Mais donc, voilà, je pense qu'ils sont un peu dans ce phénomène de banalisation ou de réconfort, mais c'est vrai que ce ne sont pas des gens qui se présentent comme négatifs, au contraire, ils se présentent comme très positifs. Moi, les gens du vivier, frères musulmans, que j'ai pu rencontrer alors qu'ils me considéraient comme pratiquement un allié, je n'en avais aucune conscience. Je m'en suis rendu compte après. J'étais très étonné sur le moment même, mais je me suis rendu compte après. Je demandais ce que je voulais, j'obtenais tout ce que je voulais. C'était magnifique. Eh bien, sauf de l'alcool, bien sûr, du porc. Mais, eh bien, oui, voilà, je crois qu'ils sont sous influence d'un discours qui est rassurant. Mais tous les totalitarismes qui ont utilisé la démocratie pour grimper ont toujours eu un discours rassurant. Ils ne sont pas arrivés en disant on va tuer tout le monde. Ce que je ne pense pas que les frères musulmans aient là du tout l'intention de faire. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est un peu comme oui, comment dirais-je, c'est un peu comme non, ouais, je n'ai pas de comparaison, non, c'est vraiment un truc, c'est vraiment une chose assez unique. Oui, en fait, ils pensent réellement qu'ils rentrent dans un schéma positif qui serait plus proche du ressenti de l'immigration de culture musulmane et qu'on doit en tenir compte
Et moi, je pense qu'on doit pas tenir compte que de ça. Je pense qu'on doit aussi tenir compte du fait qu'il y a beaucoup de laïcs musulmans en Belgique qui sont d'ailleurs représentés politiquement et qui aujourd'hui sont coincés justement par cette montée du fondamentalisme Mm. qui, pour certains, a l'air d'être une sorte de révolution positive où tout à coup, les musulmans vont obtenir ce qu'ils veulent. Les musulmans, mais ça n'existe pas, les musulmans. Il y a 40 000 sortes de musulmans dans le monde, en Belgique, je veux dire. Il y a des laïcs, il y a des croyants, mais qui ne vont pas jusqu'à faire la prière. Il y a tout, Il y bien a, je sûr. veux dire, des athées de culture musulmane, il y en a plein. Et eux, ils sont pourchassés, justement. Eux, ils sont Ouais, haïs. Voilà. ouais. Et donc voilà, ils se trompent de combat. Et je crois qu'ils sont encore. Ils sont 20 ans en arrière. Alors, pour moi, la population est 20 ans en arrière, c'est-à-dire que, enfin, je veux dire, une grande partie de la population ne comprend toujours pas ce qu'est l'immigration, ne comprennent toujours pas que après, après même pas une génération, mais après quelques années en Belgique, on devient belge parce qu'on adopte toute une série de comportements qui sont plus belges que les comportements qu'on avait dans son pays. Moi, je pars de là. Moi, je pars de ce constat où je suis dans la rue, je croise des femmes qui portent le voile, alors je dirais naturellement, et qui leur tirent sans problème si pour travailler, on leur demande de le faire. Je ne vais Ouais. pas, je vais pas dire que c'est l'exemple moral, mais c'est un exemple qu'on ne présente jamais, étrangement. Et puis, il y en a d'autres qui râlent contre cette multiplication de femmes voilées. Moi, j'ai connu notamment une femme qui m'expliquait qu'elle mettait le voile quand elle arrivait dans son quartier pour pas avoir de problème. Mm. Voilà. Et Je qui était voudrais, croyante, mais qui trouvait que ça ne cadrait pas dans sa façon de vivre la c'est belgitude. ça, c'était pas indispensable dans le cadre du vivre ensemble, quoi. Il y a moyen de vivre sa religion de manière, je dirais, plus intime, Mais personnelle, elle sans n'avait pas vouloir. envie. C'est pire que ça. Elle en avait pas envie. Et le cadre belge lui permet d'exprimer librement cette non-envie, Ouais. sauf quand elle arrive dans son quartier. Je voulais, Marcel, si tu me le permets, en fait, reprendre un extrait de l'avant-propos d'Elisabeth Badinter, donc dans le livre Cacher cet islamisme, voile et laïcité, l'épreuve à cancel culture, parce que je pense en fait que cet extrait euh, pointe bien en quelques mots ce dont nous parlons. Elle dit notamment ceci: les intellectuels Boualem Sansal et Kamel Daoud, qui ont tous deux vécu la guerre civile algérienne dans les années 90-2002, n'ont cessé de nous avertir. La stratégie islamiste est la même partout. Mais nous ne les entendons pas. La victimisation, l'entrisme dans les institutions, associations, partis politiques, médias et bien sûr aujourd'hui les réseaux sociaux sont des armes redoutables pour imposer leurs exigences qui ne cessent d'enfler. En France, les plus embrigadés passent aux voies de fait et instaurent la terreur dans la population tout en confortant son silence. Leurs premiers étendards sont les femmes voilées, consentantes ou non. Parmi celles-ci, certaines se donnent un mal de chien pour faire croire à l'oxymore d'un féminisme islamiste, alors qu'un patriarcat plus dur qu'ailleurs y règne en maître. Mais ces sociétés régies par Dieu restent étrangères aux droits de l'homme, dits droits humains chez les anglo-saxons, et utilisent avec une rare dextérité les lois de la démocratie pour mieux l'affaiblir, voire l'annihiler. Mm. Oui, bah, là, on est tout à fait dans, dans le, dans le système, notamment frériste. Alors, moi, j'avais, d'ailleurs, à la première lecture, j'avais eu ce réflexe d'une petite nuance par rapport à ce que disait Elisabeth Badinter sur les droits de l'homme et même les droits de la femme. C'est-à-dire que l'islam, pour, pour l'époque, est, tout comme d'ailleurs le christianisme, hein, Jésus était pour moi un des premiers féministes hommes. Il y avait sûrement des féministes femmes, mais tant que féministes hommes, c'est... Et il y a une logique dans le droit de la femme tel que présenté par l'islam qui est assez fascinante. C'est-à-dire que quand on dit quand on dit que la femme doit se voiler, c'est pour qu'elle puisse se protéger, en fait.
ce qui est assez étonnant, hein, parce que celles qui défendent cette idée sont les mêmes qui disent aujourd'hui ah oui, mais si on dit aux femmes d'éviter les problèmes, c'est du victim blaming. C'est assez amusant ce contraste. Mais donc voilà, par exemple, la femme, l'homme doit participer au minimum aux 2 tiers des dépenses du ménage. La femme, si elle gagne plus que l'homme, alors ça, ce sont des décisions, ce sont des fatwas tout à fait traditionnels, donc notamment d'Al-Azhar. Si la femme gagne plus que l'homme, elle peut garder l'argent qu'elle gagne de son côté, mais elle ne peut pas dépenser plus d'1 tiers parce que c'est à l'homme de dépenser les 2 tiers. Voilà. Donc, en fait, il y a tout un système qui était destiné non pas à opprimer la femme, mais qui, pour l'époque, était destiné quelque part à lui permettre de vivre et même de survivre dans des conditions difficiles. Et par exemple, on peut expliquer une partie de la polygamie par le fait de pouvoir accueillir, par exemple, la femme d'un frère décédé ou une femme dans le besoin, et qu'on puisse la prendre sous son aile et voilà, et lui permettre de vivre décemment. Ça, c'est une des raisons encore invoquées aujourd'hui par les frères musulmans, hein, qui prônent la polygamie, même en Europe. Hein, il faut le Mhm. savoir, ça, pour Mhm. les droits de la femme, tels que nous les voyons. Voilà. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il n'y a pas une volonté de droits égaux. Je dirais simplement qu'à partir du moment où on maintient les règles qui ont été édictées, que ce soit dans le Coran ou par la suite par des hadiths, ou les règles qui ont été déduites d'un certain nombre de ces textes, les garder aujourd'hui, dans notre cadre historique, n'a pas de sens. Non, c'est sûr. Mais en même temps, évidemment, Marcel, quand un Et musulman... attends. Je voulais dire n'a pas de Oui, sens, et que si on le fait, là, on va à l'encontre de la progression des droits de l'homme. oui, tout à fait. Mais bon, tu sais comme moi que pour un musulman, le Coran est censé être incréé. Et donc, à partir du moment où il est incréé, il est figé. Et donc, Non, et non, donc non, 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 non. Ça c'est quelque chose qui me hérisse au plus haut point, parce que il en va de même, finalement. Oui, le Coran est incréé, mais je retrouve exactement la même volonté d'un certain nombre de chrétiens, et là je connais un peu bien la matière, qui vont aller prendre tel quel des phrases de la Bible en disant, voilà, oui, oui, c'est la voix de Dieu, même si c'est pas Dieu qui les a écrits. Il a écrit que les 10 commandements finalement, mais voilà, qui vont le considérer comme la voix incontestable du Seigneur, de Dieu, etc. Or, ce qu'il y a dans le Coran et qu'on retrouve dans le protestantisme, mais pas dans le catholicisme, c'est une liberté d'interprétation pour chaque musulman par rapport à Allah, et que on ne vit plus en 700 et quelques après Jésus-Christ. On est au 21e siècle et il y a une contextualisation qui est possible. Et donc, même si le langage est incréé, même si on peut ordonner l'importance des sourates en fonction de leur date, mais bon, il y en a qui se contredisent, donc il y a un moment donné, on doit quand même prendre une décision, et c'est pour ça qu'il y a autant de savants de l'islam et qu'il y en a autant qui disent des choses différentes. oui, Les uns disent le voile est obligatoire, les autres disent le voile n'est pas obligatoire. bien sûr. Mais bon, la contextualisation dont tu parles, c'est déjà extrêmement progressiste et tout le monde, évidemment, à commencer par les musulmans, n'est pas d'accord, évidemment, avec ton interprétation. Et c'est pas pour rien, évidemment, que pour certains, les préceptes religieux tels qu'ils se déduiraient du Coran sont au-dessus des lois de notre Constitution ou Elle de ne la, peut pas l'être. ou de la République. Elles ne peuvent pas l'être. Enfin, je veux dire, c'est pour ça, évidemment, qu'il y a aussi tant de conflits. C'est parce que le précepte religieux est censé être supérieur et venir quelque part euh, ben, prendre le contre-pied finalement des lois humaines. Parce que si j'en veux ayant pour preuve cette réalité qui fait que l'islam est censé être quand même au-dessus
des lois humaines. J'étais tombé sur le texte de la Déclaration islamique des droits de l'homme, pour le coup, du 19 septembre 81, proclamé à l'UNESCO et à Paris, qui se veut en fait le contre-pied de notre propre Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 48. Et cette déclaration islamique dit ceci: l'islam a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme il y a 14 siècles. Donc là, on n'est pas au XXIe siècle, on dit qu'à 14 siècles, un idéal a déjà été donné. Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à l'humanité et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice. Et que les droits de l'homme dans l'islam sont fortement enracinés dans la conviction que Dieu est Dieu seul, est l'auteur de la loi et la source de tous les droits de l'homme. Étant donné leur origine divine, aucun dirigeant ni gouvernement, aucune assemblée ni autorité ne peut restreindre, abroger ni violer en aucune manière les droits de l'homme conférés par Dieu. De même, nul ne peut transiger avec eux. On est quand même dans un régime plutôt de fixiste, j'ai envie de dire, hein. Là, pour le coup, c'est assez incrié. Oui, oui, non, bien sûr, mais ça, c'est une des interprétations. Oui, Il y en a une autre que j'ai entendue d'imams, par exemple, qui disent, mais à partir du moment où on vit dans un État, on doit d'abord respecter la loi de l'État en tant que musulman. oui, Donc je veux dire, enfin, tu oui, alimentes en fait ma réflexion, enfin, c'est mon constat. Et quand je vois la multitude de façons dont des musulmans peuvent vivre l'islam, ou d'un pays à l'autre, la rigueur, ou plutôt une certaine liberté chez d'autres, ou une assez grande liberté chez d'autres, euh, fait qu'effectivement, oui, je constate comme toi que le Coran est incréé, oui, mais en même temps, je constate aussi qu'à partir de ces mots, qui sont des mots, qui sont donc un langage humain, hein, on ne sait pas si Dieu a un langage, c'est un langage humain, et à partir du moment où c'est un langage humain, c'est à l'homme de l'interpréter, et je pense que c'est globalement ce qui se passe, et je pense d'ailleurs que ceux qui l'interprètent de façon rigoriste n'y sont pas fidèles. oui. Mais c'est parce qu'évidemment, Marcel, on parlait justement de l'entrise du communautarisme, de l'islam politique qui pénètre toutes les sphères de notre société civile. C'est évidemment sur une version, je dirais justement figée du Ah Coran, oui, bien et sûr. une conception religieuse complètement, j'ai envie de dire, archaïque, conservatrice, que cette idéologie évidemment se perpétue et arrive aussi à influencer de plus en plus de monde parmi les musulmans. Parce que quand je vois évidemment, moi je prends les transports en commun quotidiennement, euh, je vois de plus en plus de femmes, et parfois extrêmement jeunes, évidemment, qui portent le voile, ce qui est quand même relativement neuf dans nos sociétés. Donc il y a visiblement quelque chose qui dépasse ces jeunes filles, même si pour elles, évidemment, c'est le voile, c'est mon choix, c'est mon chemin spirituel, mais on voit bien qu'au-delà de ça, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui vient quelque part les conditionner d'une façon ou d'une autre. On ne se lève pas un matin en disant le voile c'est chouette, c'est ma liberté, je vais le porter, alors qu'on ne le portait pas avant. Il y a quand même Non, il y a un point de bascule. il faut un prosélytisme ou une culture familiale, mais je vois, enfin, j'entends des pères et des mères qui disent nous, on n'a jamais porté le voile, notre fille la porte. Bon, voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais avant ça, il y a une culture au sens culture de bactéries, hein, Ouais. quelque chose qui se propage, et où je retrouve tout à fait. Si on se projette 100 ans en arrière, je ne sais pas si toi tu as encore connu des grands-mères qui avaient des chapelets et qui passaient leur journée avec leurs chapelets, qui allaient aux matines et aux vêpres obligatoirement dans des petits villages. Oui. Eh bien, on leur a jamais appris autre chose. Donc, en fait, on dit, ben, elle y va parce qu'elle aime bien. Mais oui, mais est-ce qu'il y a autre chose qui lui a été proposé qu'elle aimerait mieux? Oui, ça c'est toute la question. Après, oui, on lui a proposé. Il y a eu la télévision qui est arrivée et là, les vêpres ont sauté. Parce que, ah, tiens, il y a un truc qui est mieux que les vêpres, c'est la télé. Oui, mais entre nos grands-mères qui ont vécu effectivement là-dedans et qui du coup ont du mal à s'en débarrasser, et des jeunes filles qui ont vécu chez nous et qui du jour au lendemain portent le voile, il y a quand même évidemment une différence. On aurait pu se dire quelque part qu'il n'y avait pas ce conditionnement, il y avait cet attrait pour les libertés, l'égalité homme-femme, et que donc quelque
quelque part, elles ne sont plus sous le joug de la religion qui peut être imposée dans certains pays musulmans. Donc là, Non, alors c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, évidemment, c'est ce qui explique aussi que la militance est très différente de ce qu'ont connu nos grands-mères, c'est-à-dire une ambiance quand même assez contraignante, grand-mère et grand-père, assez contraignante autour de l'église. Si on n'allait pas à la messe ce dimanche, on avait le curé devant la porte qui toquait et on avait les voisins qui disaient « il paraît que vous n'êtes pas allé à la messe », etc. Ça, c'était installé. Ici, ce qu'on a, c'est un travail prosélyte qui part évidemment de des valeurs que la société inculque et défend, qui se greffent dessus comme des virus et qui vont les dévoyer, qui vont les utiliser à leur profit. Hein. Donc, qu'est-ce que l'Europe promet? C'est l'antiracisme. Bon, on est d'accord qu'on n'y est pas arrivé. Je pense qu'on n'y arrivera jamais, mais enfin, je veux dire, c'est dans la loi, ça n'y était pas il y a 50 ans ou 40 ans. C'est les droits égaux entre tous les humains. Ça non plus, ça ne figurait pas. Je veux dire, moi, je suis né l'année où le Congo est devenu indépendant. Hein, est sorti de l'apartheid, puisque la Belgique avait instauré un apartheid au Congo, dont on ne parle jamais, mais ça, c'est une autre question. Voilà, donc les droits égaux, il y a des tonnes de droits juridiques qui ont été instaurés. Il y a l'idée de la liberté, hein, les lumières. Eh bien, c'est exactement tous ces thèmes-là qui vont être utilisés par les frères musulmans pour justifier leur action. Ben oui. Et pour l'imposer aux autres. Et pour dire aux progressistes, que je mets entre guillemets, ça ne leur fait pas plaisir, mais je leur mets ce progressisme entre guillemets, pour leur dire, si vous ne faites pas ce que nous disons, vous êtes raciste, vous êtes contre les droits de l'homme, etc. Et ils vont militer sans nuance, et c'est là qu'on va finir par les reconnaître, c'est qu'à un moment donné, ils vont dire, tout et son contraire. Donc, le voile n'est pas religieux, mais bon, je ne veux pas le retirer. Mais c'est religieux, mais oui, c'est pas religieux. Mais si vous ne le voulez pas, c'est islamophobe. Mais en fait, c'est pas religieux. Enfin, voilà, ça ne tient pas la route une seconde, en fait, si on y réfléchit 2 minutes. Et voilà, ils vont. Et c'est là qu'on va les dépister. C'est quand il y a des incohérences. Et moi, depuis toujours, c'est ce que je chasse, c'est l'incohérence. Une incohérence révèle toujours quelque chose, parfois pas grave, parfois très grave. Ce sont les incohérences, et puis ce sont les abus de langage, ou par exemple, comme je disais tout à l'heure, décrire une femme musulmane, une reine ou une princesse musulmane non voilée comme une figure de l'islam progressiste, ils vont dire c'est islamophobe. Là, on est dans l'abus manifeste. Quand, par exemple, ils disent il y a eu un article sur les apostats à Molenbeek qui se font insulter, qui se font chasser de chez eux, qui vivent très mal, qui doivent s'expatrier de leur commune parfois. Elles disent mais ça, c'est islamophobe parce qu'ils ne parlent pas des autres apostats. Sauf que, alors si on parle des catholiques, moi je suis un apostat catholique. Je n'ai jamais eu le moindre problème. J'ai eu des regards de travers. Ah bon, tu ne vas plus à l'église? Voilà, c'est tout. J'ai eu un curé avec qui j'ai eu une conversation très amusante où je lui avais dit, parce que voilà, c'est tout un parcours que j'ai fait. Hein, c'est pas facile de renier la religion catholique. Hein, c'est aussi un poids énorme. Et donc un jour, j'étais avec un curé et je lui disais voilà, je suis devenu. C'est pas que je crois plus, mais voilà, je suis agnostique. Et il me dit agnostique. Ah, ça, c'est intéressant. Et voilà. Et la conversation s'est arrêtée là. Bref. Donc, voilà, tout ça pour dire bon, les apostats catholiques n'ont pas de problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parlerait? On pourrait parler, peut-être qu'effectivement, oui, comme dans un orthodoxe
ou dans des communautés protestantes ou baptistes très, très, très dures, ou des mormons, il pourrait y avoir ce problème. Enfin, il n'y en a pas beaucoup à Bruxelles de ces gens-là. Donc, s'il y a un problème d'apostasie au niveau de l'islam, parce qu'on veut quand même, à un moment donné, pouvoir compter sur un islam vraiment progressiste, ben, il faut en parler. Eh bien non, on ne peut pas en parler parce que c'est islamophobe. Ouais. Voilà, ça sert à tout. Ça sert à cacher les problèmes sous le tapis. Ça sert à faire ce prosélytisme en dévoyant, comme je disais, les valeurs même de démocratie. Et, voilà. Et je crois que ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de sauveurs de l'humanité. Moi aussi, je voulais sauver l'humanité, mais à un moment donné, je me suis quand même rendu compte que je n'allais pas y arriver. J'ai à peine réussi à sauver une araignée de la brosse de la femme de ménage de mes parents quand j'étais petit. Bref. Voilà. Mais donc, on ne peut pas tout sauver. À un moment donné, il faut travailler sur certains sujets. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est tentant. Ça aide à se sentir bien si on vous dit, voilà, trouver que Ihsan Awash est formidable, ben moi je trouve que c'est une femme qui a un parcours formidable au niveau universitaire. Voilà, elle gère très très bien ce qu'elle gère, c'est quelqu'un de caractère. Enfin voilà, c'est une femme, si j'étais dans son milieu, si j'avais les mêmes convictions qu'elle, je la trouverais vraiment formidable. Ouais. Sauf que, voilà, c'est pas parce que quelqu'un est formidable que quelqu'un est fort, qui mérite d'office un poste X ou Y. Et voilà. Et là, elle n'est pas à sa place. Bon. Mais Donc, ce qui est intéressant, Marcel, en fait, c'est aussi de voir que quelque part, tu n'as pas toujours parlé de là où tu parles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'il y a eu un cheminement, et donc c'est pas la volonté de justement d'ostraciser une minorité qui serait soi-disant discriminée. C'est réellement le fruit d'une longue réflexion. Et donc ça, je trouve ça aussi intéressant par rapport à notre échange. Nous mais avions, c'est pas, pas qu'une réflexion, hein. Juste un truc. enfin, C'est pas qu'une réflexion, c'est qu'à un moment donné, je suis confronté à des faits que je ne connaissais pas, que je n'avais pas été chercher. Et à partir du moment où, effectivement, je vois un certain nombre de faits, et je pense que quelque part, l'attentat de Charlie a changé mon point de vue sur pas mal de choses. Hein. Donc, ma position avant l'attentat, c'était il faut pouvoir se moquer, il faut pouvoir, entre guillemets, blasphémer. Le mot blasphème appartenant aux religieux. Hein. Mais il faut pouvoir, entre guillemets, blasphémer. Mais je pensais que la population immigrée de culture musulmane en Belgique et en France, surtout en France, enfin en l'occurrence puisqu'on parle de Charlie Hebdo, n'était pas habituée à l'idée de voir son prophète ou même son Dieu ridiculisé dans des dessins. Ça, c'était ce que je pensais. Et je pensais que de ce fait-là, Charlie Hebdo exagérait, aurait dû être plus attentif à cette sensibilité. C'était ma position. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ceux qui hurlaient, je m'en suis rendu compte en discutant avec des musulmans pratiquants, mais bonhommes, quoi, qui disaient, mais, on se moque d'Allah, mais nous, Allah est au-dessus de ça, quoi. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Allah les punira à la limite. Nous, on n'en a rien à foutre, quoi. Voilà. Et je me suis rendu compte que ceux qui en faisaient un problème étaient des islamistes. Et qu'ils poussaient le fait d'en faire un problème jusqu'à l'assassinat des journalistes. Et à partir de là, je ne comprends pas les progressistes qui en arrivent aujourd'hui, par exemple, à ne pas défendre Mila pour les mêmes raisons et à l'accuser même carrément d'islamophobie, ce qui revient à lui coller une cible sur le dos. oui, c'est ça, c'est le fameux oui, mais. Donc, je veux dire, tout le monde peut, à un moment donné, être naïf ou penser un certain nombre de choses, mais il y a un moment, les faits arrivent. Et quand les faits arrivent, oui, là, il faut un petit peu essayer de voir ce qu'il y a derrière, essayer de fouiller un peu plus loin pour comprendre. Moi, ça m'a pris du temps. Et je n'ai toujours aucun problème. En fait, alors pour le dire de façon presque machiste,
il y a des femmes voilées, alors pas le voile comme le porte Issa Dawash, mais il y a des femmes voilées que je trouve, mais franchement, très sexy. Je, parfois, je me dis, ah, si je vivais dans un pays où le voile est obligatoire. Par exemple, il y a certains tchadors qui sont magnifiques. Une femme avec un beau tchador coloré, tchador normalement pas coloré, mais il y en a. Euh, je me dis, ah, ben voilà, je serais fier de me promener avec la chemise grande ouverte à côté d'elle, voilée, et qui serait ma possession quelque part. Quelque part, il y a peut-être il y a quelque chose de tentant là pour un mâle alpha. Sauf que voilà, c'est exactement l'opposé de. Mais c'est vrai Mhm. que je veux dire, j'ai pas de problème particulier avec le port du voile dans la rue ou que ce soit. C'est vrai que quand à un moment donné, on voit que il n'y a plus que des femmes qui portent le voile, moi, quand je suis dans cette situation, je les compte. Parce que je me dis parfois, il y a quelqu'un me dit, ah, Avenue Louise, il n'y a plus que des femmes voilées. Puis je vais à Avenue Louise et je les compte. Je suis un homme de faits, de chiffres. Donc, je dis, ah ben non, en fait, il y en avait 2 sur 80, les gars. On ne peut pas Mhm. dire, Avenue Louise, il n'y a Ouais. plus que des femmes voilées. Mais un jour, à Molenbeek, j'ai eu cette sensation, je dirais, il y a quand même beaucoup. Et je les ai comptés et je suis arrivé à, bon, j'en ai croisé quelque chose comme 17 femmes. Et sur les 17 femmes, il y avait 14 qui étaient voilées. Où là, je me suis dit, ah oui, là quand même, on est dans une sorte d'universalisation et celles qui ne le sont pas sont en minorité. Est-ce qu'elles ont encore un choix à ce moment-là? Est-ce que leurs enfants, leurs filles, est-ce que leurs filles auront encore un choix? Mhm. Voilà. Et c'est ça le problème pour moi Oui, tout à fait. aujourd'hui. Et On est, c'est un problème dont on ne s'occupe pas parce qu'on dit que ce serait raciste d'intervenir. Alors que pour moi, c'est ce qui est raciste, alors entendons-le, ce qui est assez raciste, on va dire, c'est de considérer qu'une femme musulmane peut être livrée à ce sort. euh, voilà, une femme musulmane, voilà, c'est la normalité, débrouillez-vous avec ça, quoi. oui, c'est ça. Et puis quelque part, en étant dans une société sécularisée, en Occident, dans une démocratie, on peut quand même soutenir valablement le fait que pour nous, l'émancipation de la femme, c'est justement une égalité complète et pas juste une femme qui se voit, alors que l'homme, lui, quelque part, circule comme bon lui semble, en se vêtissant comme bon lui semble. Oui, Donc, mais comme je disais, oui, mais là, comme je disais, si on est dans un mouvement sectaire, on ne peut pas intervenir. Moi, je préférerais qu'il y ait que les femmes haredim aient toute leur liberté, que les hommes haredim puissent et voilà que les pires sectes salafistes puissent faire de la musique plutôt que de s'en priver ou danser plutôt que de s'en priver. Voilà, on aimerait tout ça, mais il y a un moment donné, on ne peut pas intervenir. Mais en tout cas, l'État ne peut pas euh, au contraire, aller dans le sens du prosélytisme, ce qui est le contraire, en fait. Ce qui est mm, finalement dire ah ben, ah oui, oui, voilez-vous, c'est la bonne chose à faire. L'État ne peut pas faire ça. mm, L'État ne peut pas promouvoir le voile, en aucun cas. Que ce soit le voile ou la croix ou la kippa ou les streimel ou tout ce qu'on veut, ou la mm. passoire sur la tête pour les pastafariens, dont j'ai l'honneur de faire partie. Ah, voilà. Ben voilà, c'est pareil, je veux dire, si ma foi c'est d'avoir une passoire sur la tête, je vais aller à la STIB avec une passoire sur la Ah, tête et je vais dire c'est de la discrimination si vous ne me laissez pas rentrer, oui mm, ou non. bien sûr. Mm. Voilà. Voilà, merci Marcel. On avait dit qu'on ne serait pas trop long. Non, non, Et non, je pense qu'on a respecté plus ou moins le timing. Donc, je te remercie pour on cet n'a pas échange. respecté. Hein. Non, Non, pas du tout, un petit peu. Je te remercie quand même pour cet échange parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même de parler de choses de façon nuancée si on est effectivement trop bref. Donc, on a pris, je pense, le temps un peu de déployer cette pensée. L'idée étant, à travers cet échange, justement, de montrer l'islamisme là où souvent il souhaiterait rester caché. Donc, je te remercie pour cet échange en liberté pour le coup. en liberté là. Voilà. Merci Marcel. Salut. À bientôt. Ciao.